Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrons cette semaine Sophie. Passée par la PMA, son chemin s'est dirigé vers l'adoption. N'y connaissant rien, elle s'est renseignée, a assisté à des conférences et tout le tintouin, comme on dit, jusqu'au jour de l'appel magique qui change une vie et où tout s'enchaîne. Ses premiers pas en tant que maman, sa relation avec sa fille, tous les sujets sont abordés dans cet épisode riche en émotions. Belle écoute! Salut Sophie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30 où on parle de l'adoption. Alors toi, tu es maman adoptante, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir et d'échanger avec toi sur tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à préciser juste à nos auditeurs qui vont donc nous écouter pendant cet échange que volontairement on va rester assez vague sur l'identité de ton enfant, sur les dates, etc. Afin de préserver en fait son anonymat. Donc voilà, c'est quelque chose que je respecte absolument et c'est pour ça qu'on va mettre ça en place au cours de cet épisode. Voilà, donc bienvenue Sophie. Est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Eh bien, je suis Sophie, du coup. J'ai presque 40 ans, pas encore. Et du coup, je suis maman adoptive d'une petite fille qui a grosso modo 6 ans. C'est un peu la première question que je pose aux parents adoptifs, c'est comment est venue cette idée ou cette envie d'adoption au sein de toi, de ton histoire? Bah, du coup, pour nous, je parle nous parce que du coup, on a adopté en couple. C'est une histoire assez banale je pense dans les parents adoptifs, c'est que un jour on a voulu un enfant et évidemment ça n'a pas marché, sinon on serait probablement pas là. Et du coup on est passé par un parcours de PMA qui n'a pas fonctionné non plus, mais c'est vrai que du coup quand on rentre dans un parcours d'infertilité, en tout cas je parle pour nous, l'adoption en vient quand même assez rapidement dans notre tête parce qu'on se dit que c'est une possibilité. L'idée, c'est d'avoir une famille, donc si ça marche pas de manière biologique, il y a aussi cette option-là, quoi. Au fur et à mesure des échecs et puis de ce parcours médical qui est quand même un peu déshumanisé, en fait, l'adoption est devenue de plus en plus présente dans notre tête et on a fini par se renseigner. On a assisté à une réunion d'information assez catastrophiste, on va dire, qui dépeint un état des lieux de l'adoption qui est pas complètement faux, mais qui était un peu exagéré et de manière assez volontaire, je pense, pour éliminer les gens qui seraient pas très motivés, et donc qui expliquait qu'en gros, si on avait la chance de devenir parent, ce serait au bout de 2 agréments, donc 10 ans, et d'un enfant grand et malade, et que ça allait être... Et ça, c'est si on avait de la chance. Bon, donc du coup, on est sorti de cette réunion un peu en mode bon, bof. Et on a refait une tentative de PMA parce que en face, on avait un gynéco hyper optimiste qui était là, mais c'est formidable, ça va marcher. Mais en fait, on y est allé un peu, moi j'y suis allée très à reculons dans cette tentative de PMA parce que j'étais un peu passée à autre chose finalement dans ma tête. Mais mon mari non, donc du coup, et en fait, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'était plus possible, quoi. Et donc on a quand même pris quelques mois de réflexion parce que ce qu'ils avaient dit à la réunion, ça nous a quand même fait réfléchir. Donc on s'est demandé est-ce qu'on a les capacités, oui ou non, d'adopter un enfant qui sera grand et qui aura et surtout des pathologies médicales assez lourdes, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on nous a présenté les choses. Donc du coup, et puis on s'est dit bon bah de toute façon, on veut un enfant, allons tentons notre chance. Et donc on a écrit notre courrier. Donc là, il s'était passé entre le moment où on s'est dit tiens on veut des enfants et le moment où on a envoyé notre courrier, c'était passé 5 ans à peu près. Et donc là, on était encore assez jeunes, mine de rien, parce qu'on a commencé à vouloir des enfants assez jeunes. Et c'est quand même un atout d'être jeune dans ce parcours. C'est pas impossible quand on est moins jeune, mais c'est plus facile quand on est jeune, quand même. Et donc on a envoyé notre premier courrier, et après ça a été assez rapide. À l'époque, il n'y avait pas eu le Covid, tout ça, donc les services n'étaient pas débordés, et ils respectaient les délais les délais légaux sont de 9 mois. Après, ils sont respectés ou pas, plutôt pas en ce moment. Je sais pas dans tous les départements, mais dans le nôtre, en tout cas, ils le sont pas vraiment. Puis on s'est lancé là-dedans vraiment juste un peu débutant avec
l'idée de vouloir un enfant. Et donc on a eu notre premier courrier, on a eu un premier rendez-vous 2 mois plus tard avec une assistante sociale. Donc pendant le parcours, ça je pense que c'est à peu près partout pareil. On rencontre en gros 3 fois l'assistante sociale et alors après on a une psychologue et on l'a rencontré une fois en couple et une fois chacun en individuel. Et donc du coup on est arrivé en disant oui, ben on aimerait bien devenir parent d'un enfant qui a 3-4 ans, qui est plutôt en bonne santé si possible. Et là on a appris vraiment, on était vraiment pas très renseignés en fait, parce qu'on a appris qu'on pouvait adopter des bébés en France, qu'il y avait des bébés qui étaient abandonnés à la naissance et qui étaient nés sous le secret, et que du coup avec nos âges on avait plutôt un profil qui intéressait les conseils de famille. Alors du coup les conseils de famille, je sais pas si tout le monde a une idée de ce que ça peut être. En fait, tu peux développer. les enfants qui sont pupilles de l'État, donc ou des enfants qui sont nés sous le secret, donc ils n'ont pas de parents, ou les enfants qui ont été délaissés et que la justice a déclaré adoptables, ou les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents un peu plus tard, sont des pupilles de l'État. Et il y a des conseils de famille qui sont composés d'élus, de professionnels, de psychologues, il y a des représentants des associations aussi dedans, et qui gèrent en fait leur parcours de vie. Et donc qui décident si c'est des enfants qui ont un profil pour être adoptés ou pas, et par quel type de parents. Donc du coup les bébés nés sous le secret, à moins qu'il y ait des gros pépins de santé, en général ils sont tous adoptés, sauf s'ils ont effectivement des pathologies que aucun candidat, aucun postulant ne se sente prendre en charge en fait. C'est assez rare sur les bébés. Après, c'est sûr que les plus grands, c'est plus compliqué de leur trouver des parents, notamment effectivement quand il y a des problèmes de santé, parce qu'il faut quand même être en capacité de les assumer en tant que parent, et pas aller courir à la catastrophe en acceptant quelque chose qu'on peut pas assumer, quoi. Et donc du coup tout l'objectif de l'agrément, parce que c'est de définir en fait quel projet parental nous correspond. Vous, quand vous avez démarré du coup ce parcours d'adoption, dans votre tête, alors je dis vous, c'est toi et ton mari, hein, Ouais. cette idée d'enfant de 3-4 ans, etc., de ce que j'entends, c'est aussi un enfant à adopter à l'international, etc. C'était l'image que vous aviez de l'adoption Ouais, qui, du c'est coup, ça. à force d'échanges et de rencontres, etc., vous avez pu, du coup, affiner votre projet plus spécifiquement, c'est ça? Mais en fait, c'est un peu effectivement l'image qu'on avait, c'était, en voyant un peu ce qui se passait autour de nous, puis sans se renseigner plus que ça. En vrai, avant de se mettre dans le parcours, on a pris quelques mois de réflexion, mais on n'était pas très, on n'était pas très renseignés, voire même pas du tout, j'ai envie de dire. Donc, du coup. Et puis on avait surtout en tête cette image qui nous avait donnée à la réunion d'information, qui correspondait à ça, quoi. Puis c'est vrai qu'avant de rentrer en adoption, enfin dans le monde de l'adoption, l'image qu'on a, c'est ce qui se passait dans les années 80-90, où tout le monde prenait l'avion pour aller chercher des enfants à l'international, et en fait bon, c'est plus ça du tout. Et tant mieux en fait, parce que ça se fait quand même avec des règles un petit peu plus enfin on espère en tout cas un petit peu plus strictes, et qui respectent un peu plus les enfants, quoi. Mais Ouais, et donc du coup, quand vous avez pris conscience de cette possibilité d'adopter en France, c'est quelque chose qui tout de suite vous vous êtes dit ça c'est pour nous, ça fait partie de notre oui, projet. oui, c'est ça. Et surtout, en fait, moi, j'avais quand même envie, comme disaient les assistantes sociales, de pouponner, quoi, d'avoir un bébé, de changer des couches, de donner un biberon. Et du coup, c'est sûr que en tout cas, pour notre part, c'était plus notre projet, un bébé ou un pas très grand. Enfin, on était sur un agrément 0-12 mois au final. C'était plus ça notre projet, quoi. Et ça correspondait en plus. Enfin, on avait le profil qui correspondait. Donc, en fait, il faut que ça matche, sinon. Ça mène nulle part, quoi. Et bref, et donc du coup la période d'agrément, moi j'entends souvent des gens dire c'est le parcours du combattant, on est jugé, on cherche la petite bête, est-ce que je dois mentir? En fait, nous on a plutôt vu ça comme une opportunité de savoir qui on est. Alors, en plus, quand on sort de PMA où on est en gros des ovaires et un utérus, et où on compte le nombre de follicules, machin, c'est bref. Et là, on redevient un être humain, en fait, qui pense, qui a des sentiments, qui a des envies, qui a un caractère, qui a une histoire. Et donc, du coup, on raconte notre histoire, on raconte qui on est.
et surtout on se projette sur quels parents on peut être et on veut être aussi. Et donc du coup comme ça, au fil des entretiens, on définit un projet parental. Et donc bon, du coup le nôtre était assez simple. On était ouvert à toutes les origines. Et ça, avec le recul, je me dis qu'on l'a pas tellement réfléchi. En fait, on nous pousse pas trop à réfléchir à ça. Mais finalement, la question, la différence de couleur entre les parents et l'enfant, je me dis aujourd'hui, je réfléchirais plus à la question pareil, quoi. Parce qu'en gros, on se dit, bah non, on est capable d'assumer une différence de couleur, etc. Mais en fait, être confronté au racisme alors qu'on l'a pas vécu, je sais, bon, pour le coup, notre fille est blanche, donc on se pose pas la question, mais comment est-ce qu'on accompagne un enfant vers quelque chose qu'on connaît pas du tout et qu'on subit pas au quotidien, quoi. Donc, du coup, c'est le seul truc, en fait, sur lequel on a ouvert notre notice à ça, mais sans trop y réfléchir. Et ça, c'est un peu dommage dans les agréments qu'on soit pas un peu plus poussé à ça, parce qu'en fait, après, j'imagine que les parents se renseignent et puis se font aider, se font accompagner quand ça vient sur le sujet, quoi. Mais bref, donc du coup, nous, on était ouverts toutes origines, un enfant 0-12 mois, et puis la formule, je sais plus, je crois qu'il y a une maman qui l'avait donnée, une des mamans qui avait témoigné, c'est pathologie n'entravant pas l'autonomie future. Donc après, il faut quand même avoir conscience que souvent c'est des grossesses qui n'ont pas forcément été suivies. Donc il peut y avoir des pathologies qui se déclarent plus tard, notamment tout ce qui est lié à l'alcoolisme pendant la grossesse et tout ça, enfin l'alcoolisme, la prise d'alcool pendant la grossesse, ce genre de choses, ça se voit pas forcément à la naissance, donc il faut quand même être ouvert à une certaine incertitude, quoi. Oui, Mais parce que il y a, c'est compliqué de savoir ce qui s'est passé pendant les presque 9 mois de grossesse, en fait. C'est quand même toute une partie qui peut être assez opaque dans l'histoire de l'enfant. oui, complètement. Et puis après, les mères de naissance disent des choses, mais c'est du déclaratif. Et puis selon le rapport qu'elles ont avec cet enfant, avec cette grossesse qui s'est plus ou moins bien passé, ou voire qui s'est pas passé du tout parce qu'il y a quelques dénis de grossesse quand même. En fait, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé pendant la grossesse, quoi. Après, on constate à la naissance que l'enfant va bien ou pas bien, et c'est tout, quoi. Et en grandissant, enfin, toutes les pathologies qui sont liées à l'alcool, par exemple, on s'en rend plutôt compte quand ils arrivent à 5-6 ans et qu'il faut apprendre à lire et que c'est compliqué, quoi. Et puis en France, on est un peu à la traîne sur ces trucs-là. Quand on regarde ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés que nous, et c'est vrai qu'il y a des choses en France sur lesquelles on passe, d'autant plus que quand on écoute un peu les témoignages, c'est les psys ont tendance à dire c'est à cause de l'abandon. Et tout n'est pas à cause de l'abandon, et parfois ils oublient un peu qu'il y a aussi des enfants derrière, quoi. Des enfants, quoi. Donc voilà. J'ai un peu digressé, je crois. Ouais, non, c'est moi qui t'ai emmené sur ce chemin-là. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi, je pense, toute la notion qu'on peut sûrement oublier. Comment expliquer ça? Mais l'enfant, le fœtus, etc., en grandissant dans le ventre de sa maman, il ressent aussi énormément de choses. Et au-delà des pathologies, etc., évidemment, hein, mais il y a son système nerveux qui s'active en fonction des ressentis, etc., sans pour autant voir, entendre vraiment. Mais ça peut aussi avoir des impacts plus tard dans la vie. Ouais. C'est hyper difficile quand tu rencontres un enfant qui a 3 mois, tu peux pas imaginer tout ce qu'il a pu ressentir pendant sa grossesse, pas du tout, pendant qu'il était dans le ventre. Pendant qu'il était dans un ventre. Ouais. Et effectivement, ça a de l'impact. Hein. Et c'est premiers mois de vie, parce que même si on le rencontre à 3 mois, c'est le premier mois de vie. On sait pas comment il l'a vécu, enfin on le sait à peu près parce qu'on l'a observé, etc. Mais et surtout que c'est quelque chose dont ils se rappellent plus, les enfants. Donc c'est difficile de guérir de quelque chose dont on se souvient plus. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de croyance que plus on les adopte grands et plus ça va être compliqué parce qu'ils ont tout un vécu derrière eux. Mais c'est pas forcément vrai. Et ça, c'est des choses qu'on apprend aussi au fur et à mesure et qu'on a en tête. Et parfois même, c'est plus facile d'adopter un enfant. Alors, je parle pour la France parce que les enfants sont bien suivis. Un enfant qui a 5 ou 6 ans et dont on sait exactement comment il s'est développé, comment il va aujourd'hui, etc. Et qui en demande de parents,
même si les débuts sont pas forcément faciles avec un grand, parce que eux ils ont tout un deuil à faire de leur famille d'accueil, de leur foyer, de là où ils étaient avant. Mais c'est sûr qu'un bébé, on sait pas. On peut avoir quelques éléments qui aiguillent. Et encore, ça dépend aussi de comment on est. On n'est pas tous pareils. Et les bébés, c'est pareil. Ils sont plus ou moins résistants au stress. Enfin, au stress de la mère qui les a portés, parce que j'imagine que les grossesses où on doit abandonner son enfant à la clé, ça doit pas très joyeux, quoi. Ouais, t'es pas sur une grossesse ultra sereine et ultra joyeuse, quoi. Non. Effectivement, ça a de l'impact. Ouais, il y a des choses qui se jouent. Je te laisse reprendre, c'est moi qui te fais digresser. Mais je te laisse reprendre le fil de là où tu en étais. Ouais, du coup, on parlait de l'agrément. Du coup, alors l'agrément, ça s'est déroulé assez vite. Je crois qu'on a envoyé notre courrier en juin et on a eu notre agrément en décembre. Donc ça a été vraiment très rapide. Vraiment très très rapide. Mais après, c'est des rendez-vous alors ça suffit pas en fait les rendez-vous parce que c'est assez succinct. Après, ça soulève tout un tas de questions. Et à partir de là, en fait, du coup, il y a une maman je sais plus qui a parlé de FA. Nous aussi, on a adhéré à EFA et là, on avait accès à tout un tas de conférences. On a rencontré plein de parents, plein de postulants comme nous, et c'est vrai que et aussi on a beaucoup lu, on a beaucoup regardé de films, on a écouté des émissions. Et en fait, on s'y est mis dedans, pas à 100% parce qu'on a continué à vivre à côté, mais en fait, on a travaillé, je sais pas si je peux dire ça comme ça, la question, pour être, le plus près possible aussi, parce que, mine de rien, c'est pas rien d'accueillir un enfant qui a été abandonné et qui a déjà tout un vécu derrière lui. Et puis, en fait, quand on va être parent, l'idée c'est d'accompagner nos enfants au mieux. Donc, du coup, l'idée c'était de se renseigner le plus possible et d'ailleurs on continue maintenant aussi. Et du coup, on a vachement, du coup, tout ce temps qui a pas été si long pour nous d'attente, en fait, il a pas été perdu parce que on a eu le temps de se préparer. En fait, on a beaucoup. On faisait partie aussi d'un groupe de parole. Je me rappelle de parents, de potentiels parents, parce qu'on sait pas où ça va en fait. Parce qu'on part quand même dans l'idée que on a un agrément, c'est bien gentil, mais on sait pas si oui ou non il va aboutir. Parce qu'il faut, il faut que notre profil corresponde à un enfant qui attend des parents. Parce que du coup, on est complètement à l'inverse de ce qui se passait dans les années 80. En fait, on cherche pas un enfant pour des parents, on cherche des parents pour un enfant. Parce que nous, on est adultes. Alors oui, la vie est un peu triste sans enfant quand on en veut, mais on peut faire sans en fait. Alors qu'un enfant qui n'a pas de parents, c'est quand même plus compliqué. Donc du coup, on cherche des parents pour un enfant. Et ça, c'est quand même un peu l'essentiel. Et c'est vrai que quand on est en PMA, c'est une des différences, c'est que c'est l'enfant à tout prix, mais vraiment à tout prix, quoi. Et on se torture un peu quand même. Les médecins sont vraiment, je sais pas, il y a un truc, il faut y arriver, il faut atteindre un but. Et en fait, quand on rentre en adoption, c'est tout un cheminement différent. Et on part aussi du principe que peut-être on n'aura jamais d'enfant et que ce sera comme ça. Du coup, c'est vraiment pas du tout la même façon de voir les choses, quoi. Et bon, après nous, on a eu beaucoup de chance. Et en fait, on n'a pas attendu très longtemps, donc on a eu notre agrément en décembre. Et j'ai une question, est-ce que vous avez... comment vous avez géré, vous, votre parcours d'adoption, agrément, etc., par rapport à votre famille, vos amis, etc. Est-ce que vous en parliez beaucoup? Est-ce que vous avez eu besoin de, je sais pas, de leur soutien? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez plutôt fait entre vous? On en a parlé, mais de manière plutôt informative. En fait, déjà, on a eu toute la PMA qui était assez compliquée. Pour le coup, la PMA au début c'était un peu compliqué. On a fait pas mal de tri dans notre entourage parce qu'il y a des gens qui comprennent pas en fait. Donc ceux qui restaient pour l'adoption, c'était les meilleurs, on va dire.
Et après pour moi, ça reste quelque chose d'assez intime en fait. C'est un truc de couple, quoi. Donc on en a parlé. On a parlé grosso modo quand même pour que tout le monde ait un peu une idée des besoins d'un enfant adopté, un enfant qui arrive, qui a été abandonné, de ce que ça fait, du lien qu'il faut qu'on crée nous avec lui, parce que bon, en gros, ce qui est recommandé maintenant, c'est de faire un cocon familial au moins 3 semaines, enfin au moins, parce que c'est un enfant qui aura vu plein de monde passer, qui sait pas ce que c'est que des parents en fait, il en a jamais eu, et du coup, il faut, enfin, dans la mesure du possible, parce que tout le monde n'a pas forcément envie ou les capacités. Enfin, capacité, je veux dire, par exemple, une femme célibataire, ça va être plus compliqué de rester toute seule pendant 3 semaines, c'est quand même difficile. Donc, du coup, quand on est en couple, c'est plus facile. Mais après, il y a des gens qui ont besoin de voir leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, voilà. Enfin, chacun fait comme il peut avec ce qu'il est, quoi. Mais en gros, il conseille quand même de faire un cocon. Et donc ça, on l'a expliqué parce que du coup, en gros, on allait dire, ouais, on a un enfant, mais vous allez pas le voir. Donc on les a un peu habitués. Et puis après, comme c'était assez incertain, on n'en parlait pas souvent parce que sinon c'est ah bah alors ça avance, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe Ça en est rien. où? En fait, vous savez, ça peut prendre longtemps, machin. Bon, après nous ça a vraiment pas pris longtemps pour le coup, il s'est passé à peine 18 mois en fait. Donc vraiment c'était très rapide. Ouais. Et donc Et ça s'est passé comment? Vous avez reçu un coup de fil un jour? ouais, on a reçu un coup de fil au mois de juillet et c'était en fait, c'était l'été, donc on avait fait une conférence au mois de mai, on avait croisé une pression sociale, tout ça. Enfin, on avait discuté, elle nous avait parlé il y a eu des bébés qui a été recueillis, tout ça. Bon, bref. Puis bon, bah au mois de juillet, en général, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc on partait en vacances à la fin de la semaine, je crois. Et puis bon, là, on était en vacances, ce qui est plutôt pratique. On faisait pas grand-chose. Et moi, j'allais au yoga. Et en fait, c'est pas la première fois que j'entends un témoignage comme ça. Il y a un numéro inconnu qui appelle et je réponds jamais à ces trucs-là. Mais jamais. Et là, je sais pas, peut-être parce que j'étais en retard, j'étais en train d'enfiler mon legging en mode, je suis à la bourre comme d'hab. Puis mon téléphone sonne et j'étais en train d'enfiler mon pantalon et je réponds. Et là, du coup, j'en parle toujours avec vachement d'émotion, mais c'est un moment incroyable, quoi. On nous dit, bon, bah, comment ça va et tout, bah, ça va. Puis je savais que c'était le service d'adoption au téléphone et du coup je me doutais de pourquoi ils appelaient, mais je voulais pas qu'elle le dise parce que j'avais peur que ce soit pas ça. Et du coup je racontais n'importe quoi, j'étais oui on part en vacances bientôt, on va là ça va être génial. Et en fait elle n'arrivait pas à en placer une et elle a fini par nous dire bon bah il va falloir tout annuler. Alors pardon, je suis un peu émue. Ça fait longtemps mais c'est toujours pareil quand on en parle quoi. Bah Et, ouais. et du coup, elle nous dit, vous avez une petite fille, elle a 2 mois et demi, elle fait très bien. Enfin, un truc de fou, quoi. Ouais, et puis c'est l'appel qui tombe de nulle part, le Mais numéro oui, qu'on inconnu n'attendait qui pas du tout à ce moment-là. Enfin, après, et on qui avait vient changer ta vie aussi, quoi. bah, complètement. Alors là, pour le coup. Mais en même temps qu'on attend depuis tellement longtemps, qu'on attend et en même temps, quand il arrive, c'est juste. Et du coup, là, on était un peu. Enfin, mon mari était juste à côté, donc il a entendu qu'il se passait un truc, quoi. Et puis, il y a une espèce de truc aussi, on n'y croit pas. C'est une blague, c'est pas possible. Depuis tout ce temps qu'on attend. Et en fait, du coup, alors là, en plus, comme c'était le mois de juillet, je pense que tout a été accéléré. Donc, on était lundi. Elle nous dit, bon, ben, on a rendez-vous demain pour vous présenter son dossier. Et puis, mercredi, vous la rencontrez. Et puis, bon, ben, l'assistante familiale part en vacances samedi. Donc, samedi, elle sera avec vous, quoi. Ouais, d'accord. Et en fait, nous, on fait partie du camp, parce qu'il y a 2 camps, il y a ceux qui préparent et ceux qui préparent rien. Et nous, on fait partie du camp qui prépare rien parce que on sait jamais, ça porte la poisse, tout ça. Donc, on n'avait rien. On n'avait rien du tout, quoi. Mais vraiment rien. Donc là, puis en plus, on était complètement, alors moi, j'étais complètement à côté de la plaque. Heureusement, mon mari est un petit peu plus
un petit peu plus, comment dire, réactif. Et puis lui, il aime bien quand c'est cadré, organisé. Donc, on a passé la journée à aller à la gare, annuler les billets, annuler je sais pas quoi. Et puis, il a téléphoné aussi parce que du coup, on appelle tout le monde, quoi. Et là, heureusement, enfin, c'est là où c'est bien d'avoir un entourage parce que du coup, il y a ma sœur qui était là. Bon, ben vas-y, je te fais toutes les courses, genre les cotons, les couches, les biberons, les machins. Et on a des copains qui nous ont donné un lit. Enfin, bon bref, c'était heureusement parce que vraiment, enfin moi j'étais incapable de rien faire, quoi. Et Ouais, heureusement qu'il y avait cette ouais, équipe autour de ouais, vous ouais. qui a pris Mais des choses en ça main un petit c'était peu bien aussi. précieux parce que Et, on et n'y serait pas pourquoi tu arrivé. dis que t'arrivais à rien faire, toi? Parce que Mais je sais t'étais... pas, j'étais vraiment en mode sur une espèce de petit nuage et puis j'étais complètement évaporée. J'étais ah j'ai un enfant et puis c'était des montagnes russes, quoi. C'était à un moment donné oh mon dieu j'ai un enfant, je vais jamais y arriver, je vais être une horrible mère et puis ah c'est trop bien j'ai un enfant. Enfin bon c'était une espèce de choc émotionnel et de fou quoi. Et du coup en gros on avait 48 heures pour tout faire parce que à partir du mercredi on allait la voir et du coup on n'avait plus le temps de rien faire, quoi. À part le soir, on montait les meubles, on faisait les lessives, enfin on préparait l'essentiel, quoi. Et donc du coup le mardi, on a découvert son dossier, donc on nous a donné quelques éléments de son histoire, ce qui était un peu, enfin essentiel pour lui transmettre des choses quand elle poserait des questions, quoi. Et on l'a rencontré le mercredi. Donc nous, enfin, en fait, je sais même pas comment un bébé vit ces choses-là parce que nous, en tant qu'adultes, on sait ce qui se passe. En plus, enfin, on a demandé, on le veut, on le sait. On était hyper stressés, mais vraiment. Et en fait, je sais pas les bébés comment ils vivent ça. Ils attendent des parents en même temps, mais ils savent qu'ils vont rencontrer leurs parents, mais ils sont tout petits, quoi. Ils ont déjà vécu pas mal de choses. Enfin, en fait, la première, à notre rencontre, elle a dormi tout le temps. Tout le temps. Je pense que c'était trop pour elle, quoi. Elle a dormi tout le temps, et le deuxième jour, par contre, elle a pas dormi du tout, et on s'est même fait foutre dehors par l'assistante familiale, parce qu'en gros, il fallait qu'elle dorme, parce qu'elle était trop fatiguée, et elle voulait pas dormir. Et, et ensuite, on a appris à donner un biberon, à changer des couches, à donner un bain, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et vous avez réalisé tout de suite que vous étiez en train de devenir parent? Ben, oui et non, enfin, parce que en fait, ça nous tombe dessus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Bah, à la fois oui, et puis à la fois non. Et puis c'est pareil, enfin, c'est un bébé qu'on connaît pas, et du coup, mais je pense que pendant quelques mois, on est plus, je sais pas comment dire, on est là pour s'occuper d'elle, pour prendre soin d'elle, etc. Mais le lien vraiment se crée pas tout de suite, quoi. Enfin, après avec un bébé mignon, évidemment, enfin, c'est ce truc-là un peu primitif où les bébés, faut s'en occuper, c'est pour ça qu'ils sont mignons, c'est fait exprès. Ou alors ils font tellement de bruit qu'on veut que ça s'arrête, donc on cherche la solution. Mais mais à la fois on le sait, et à la fois, enfin tout ça est très très mélangé, quoi. Les premiers jours en tout cas. Et puis après on a passé, je pense, 4 semaines. En plus c'était les vacances, donc moi je suis quand même allée au boulot prévenir que j'allais pas revenir tout de suite. Donc j'avais bien l'intention de prendre un congé parental minimum 6 mois, et finalement j'ai pris 1 an. Et c'était très bien. Ouais. J'aurais Et pas... donc, vous avez réussi à mettre en place votre petit cocon quand Oui, votre oui, fille oui. est On a arrivée? réussi, et on l'a enfin, en fait, on n'avait même pas envie d'en sortir parce qu'on avait envie de la garder un peu pour nous, quoi. Et puis du coup, ouais, c'était un peu dur de tenir la famille à distance parce que on était un peu en mode là, quand est-ce qu'on peut venir, machin. Là, pas tout de suite. On a attendu 1 mois, puis on a fini par donner le feu vert ensuite, mais ouais, on a réussi, puis franchement, c'était bien. C'était bien. Et du coup, cette nouvelle vie qui démarre, Ouais. Et on apprend à devenir parent. ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est toi qui me disais ça. Tu te prépares, tu lis beaucoup sur l'adoption, Mm. etc.
et en fait, tu lis pas encore Bah être non. parent, C'est être parce que maman. c'est qu'un bébé. Comment on fait avec un bébé? Donc on apprend un peu avec l'assistance familiale, mais après 3 jours après, on était lâchés dans la nature. Du coup, c'est un peu bon, ben comment on s'occupe d'un bébé? Et c'est vrai qu'on se prépare vachement à l'adoption, à accompagner l'abandon, tout ça, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, nous, on s'était pas du tout préparé à avoir un enfant. Donc, enfin, oui et non, quoi. Et c'est vrai que bah du coup, on a appris. Puis après, il y a eu aussi un moment donné où, ben, quand un enfant arrive, c'est chamboulement total. Et les habitudes de couple, c'est terminé. Donc, il faut aussi arriver à... Enfin, c'est bien d'avoir un couple un peu solide quand même quand il y a un enfant qui arrive, quoi. Enfin, je sais pas de manière biologique, mais en tout cas là, on était bien content d'avoir traversé des épreuves de la PMA et d'avoir bien solidifié notre couple parce qu'en fait, tout change, quoi. Du jour au lendemain, bah, on n'est plus un couple, on est un couple parental et bah, c'est une autre façon de faire les choses, quoi. Et il y a eu ça, et puis ben le fait que en fait, je suis bien contente d'avoir fait des années de psy aussi avant, parce que ça permet, parce que c'est des choses qu'on travaille pendant l'agrément, mais avec les psychologues, mais de déminer notre champ. C'est Joanne Lemieux qui dit ça, qui a déjà été citée, parce que en fait, les enfants quand ils arrivent, ils font tout exploser, quoi. Donc c'est bien, ça a été déjà bien déminé avant. Et du coup, et après, on se rend compte en fait qu'il reste des choses. Hein. C'est quand on dit que les enfants nous font grandir, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. On finit de grandir avec nos enfants, puis c'est nos enfants qui font de nous des parents. Donc on a beau s'être préparé et tout ça, bah après dans le quotidien, on se découvre parents en fait. Et parfois il y a une espèce de gap entre on dit qu'il y a l'enfant rêvé et l'enfant réel, et puis il y a le parent rêvé et le parent réel, quoi. Et parfois, c'est un peu ah oui, je Toi, suis comme ça ouais, c'est ça. Tu t'es rendu compte que tu t'attendais peut-être pas sur certaines choses, non pas sur du certaines tout. choses, ouais. Bah C'est la première fois que notamment j'entends ça. Hein. Donc c'est pour ça que je rebondis ah oui, dessus. c'est C'est vrai. intéressant. Ouais. Mais en fait, on s'imagine parents très patients, machin, tout ça, et en fait, ben non, pas tout le temps, quoi. Alors cela dit, moi, je suis très patiente quand je vois mon mari. Ça va, on peut dire que je suis patiente, mais c'est vrai que la première fois où on dit ce truc-là, cette espèce d'expression, j'avais envie de les foutre par la fenêtre. Oh bon sang, je suis capable de ressentir ça. Mais c'est bon signe, je suis une maman. Et c'est vrai que tous ces trucs-là, en fait, on l'envisage pas du tout, quoi. Et c'est quand l'enfant est là que tout ça se découvre. Ouais, c'est un peu l'effet d'une bombe de nouveautés aussi, comme tu dis, Ben entre oui, c'est ça, quoi. couple, que parents, qu'enfants, comment chacun retrouve sa place aussi au sein du Mm. foyer, que Ouais, chacun se créer la construit. dynamique. Comment vous avez fait pour garder votre propre ligne, votre propre direction, sans pour autant vous sentir influencé peut-être par les autres qui peuvent... parce qu'en général, quand on adopte un enfant, il y a tous les parents qui arrivent et qui te disent il Ah faut bah faire oui. ci, il faut faire ça, etc. Donc certes, t'apprends, mais toi, comment tu t'es retrouvée dans toute cette aussi, j'imagine, masse de découvertes, d'informations qu'on pouvait t'envoyer d'un coup? Ouais, ça, au début, c'est difficile en fait, parce qu'en plus on est parents débutants, donc on n'est pas, enfin, moi j'étais pas sûre de moi, je savais pas, j'écoutais les conseils, puis j'essayais de les appliquer, je me disais ah mais mon Dieu, ça ne marche pas, et en fait il faut du temps pour se sentir légitime et puis pour savoir quels parents on a envie d'être. Et puis aussi en fonction de notre enfant, parce que ça se fait pas, enfin ça se fait pas que avec nous. Enfin, les enfants sont pas tous les mêmes et ce qui marche avec un tel marche pas avec un tel et puis il faut surtout que ça nous corresponde, quoi, parce que sinon ça forcément ça fonctionne pas. Et ça, il a fallu beaucoup de temps pour se détacher de tout ce qu'on pouvait nous dire, de tous les conseils un peu parfois un peu idiots, et puis il y a beaucoup de je sais pas comment, j'arrive pas à trouver le mot, d'un espèce d'injonction, comme il faut pas dormir avec son enfant, sinon blablabla, il faut les laisser pleurer, il faut ceci, il faut cela. Et c'est vrai qu'au début, c'est vraiment, enfin, moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à, comment dire, à faire le tri.
Et ça, bah, après, c'est venu petit à petit. Et aujourd'hui, je sais pas que j'écoute plus personne, mais les informations passent, ou je les retiens, ou je les retiens pas, ou je les mets dans un coin de ma tête, ou pas. Et puis voilà. Parce qu'aujourd'hui, je sais quel parent j'ai envie d'être, je sais qui je suis, et je sais qui est ma fille. Et il faut, en fait, c'est difficile de se faire confiance, mais il faut. Et il y a beaucoup de gens qui disent, cela, faut les écouter. En gros, ce qu'il faut écouter, c'est fais-toi confiance. Tu sais. Et oui, c'est vrai, on sait. Sauf qu'on s'en rend pas compte. Parce qu'on est parasité, en fait, et comme on est parents débutants, on n'est pas sûr de nous. Je pense que quand on accueille un deuxième, c'est beaucoup plus, alors facile, je sais pas si c'est le mot, mais fluide. Parce que ce genre de truc, c'est derrière nous, et on n'écoute plus les autres, quoi, qui disent des conneries. Ouais, t'as appris à t'écouter aussi, à écouter ton enfant, à écouter ses C'est ça. besoins, les tiens aussi. Et, moi, j'ai une amie qui me disait, quand on reçoit plein de conseils non sollicités, en plus, c'est 3/4 du temps, C'est tout le temps des conseils non sollicités. Voilà. Et elle me disait, t'as juste qu'à répondre, merci beaucoup pour ce que tu viens de me partager, j'y penserai. Comme ça, la personne, tu vois, elle se sent prise en considération, genre merci pour ton conseil. Et puis après, toi, tu te gardes la liberté, en fait, de faire ou de ne pas faire, tu vois, mais c'était, et depuis qu'elle m'a dit ça, c'était il y a quelques années, je l'applique aujourd'hui, et tu vois, ça me fait du bien ça me met une petite distance je m'engage pas à faire ce que tu me dis, j'en fais ce que je veux, mais en même temps, merci, même si dans ma tête, parfois, j'ai pas envie de dire merci, mais moi, ça me fout la paix aussi, tu vois. Mais j'étais plutôt en mode oui, d'accord, un truc comme ça. C'est ça. Mais maintenant, Et, ouais. est-ce que tu t'es sentie maman tout de suite, ou est-ce que ça t'a pris un peu de temps? Non, je pense que ça a pris un peu de temps. Je saurais pas dire. C'est très ambigu, en fait. À la fois oui, à la fois non. Mais pour me sentir vraiment maman de ma fille, je pense que ça a pris quelques temps. Même je saurais pas dire maintenant. Je sais pas, quelques semaines, quelques mois peut-être. T'as senti qu'il a fallu un temps, en tout cas, pour créer du lien entre vous? Oui, créer du lien, apprendre à se connaître. Parce qu'on a. Enfin, je sais pas comment ça se passe quand on accouche de son enfant, mais là, en tout cas, on se connaît pas. Et puis, moi, j'avais une trentaine et quelques années derrière moi. Elle avait que quelques mois, plus une grossesse. Mais c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà beaucoup. Et du coup, il faut apprendre à se connaître, à se faire, elle aussi, à nous faire confiance parce que, on nous connaît pas non plus. Je pense que c'est une espèce de petite danse qui se joue pendant quelques temps avant de dire bon, d'accord, c'est bon, ça y est, on y est. Mais ça vient tout seul, en fait, on se rend pas compte, quoi. Yes. Et alors, tu disais qu'aujourd'hui, elle a globalement 6 ans. Ces 6 premières années, pour toi, comment tu les as vécues? Et je resigne n'importe quand. Plutôt bien, en fait. Elle grandit trop vite, mais ça, c'est le tous les parents. Mais en tout cas, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais ça me paraît complètement incongru d'avoir voulu porter un enfant dans mon ventre. Je dis, mais en fait, c'est et tout ce parcours-là qui a pu être un peu ardu, notamment la PMA au début et tout ça, en fait, tout ce parcours prend son sens quand on rencontre son enfant, parce que ça ne pouvait être que ce parcours-là pour mener à cet enfant-là, parce que c'est le nôtre, quoi. Et s'il fallait recommencer, je recommencerais 1000 fois, même s'il devait être plus long et plus ardu et plus difficile, parce que c'est ma fille, et que sans tout ça, je l'aurais jamais rencontré, et que ça aurait été un peu nul, quoi. Et même quand j'imagine parfois que j'aurais pu avoir des enfants à un moment où on l'a décidé biologiquement, je me dis ces enfants auraient été super nuls. Et heureusement que ça n'a jamais marché, quoi. Je remercie je sais pas, la vie ou je sais pas quoi pour tout ce chemin qui nous a mené jusqu'à elle, parce que c'était pas possible autrement, en fait. Ouais, c'était vraiment le chemin qu'il fallait faire jusqu'à votre fille Oui, c'est aujourd'hui, ça, quoi. c'était ce chemin-là, et c'est toute la réflexion qu'on a eu derrière,
parce que j'aurais certainement pas été la même maman si on avait eu comme ça des enfants en claquant des doigts sans trop y réfléchir, parce que bon, c'est quand même compliqué de réfléchir. Et c'est vrai que du coup, enfin, tout ce chemin-là, ça fait, enfin, en tout cas, je peux pas parler au nom de mon mari, mais je pense que c'est pareil pour lui. Ça fait de nous des parents différents, quoi. Des parents qui ont vraiment réfléchi à ce que c'était qu'un enfant, et là, du coup, en particulier, un enfant qui avait vécu l'abandon quand même, parce que ça, mine de rien, on constate quand même au quotidien que, enfin, notamment la nuit, parce que je vais pas déprimer la maman qui a témoigné la dernière fois, mais nous, ça fait depuis tout ce temps qu'on ne dort pas. La veille du jour où on nous a appelés, on savait pas que c'était notre dernière nuit. Donc, c'est fini après. Non, je sais pas, enfin, on est réveillé minimum une fois par nuit. Mais t'as l'impression que c'est des angoisses qui sont liées à l'abandon? Oui, bah maintenant qu'elle parle, enfin depuis qu'elle parle, alors pas au début, hein, mais maintenant elle le formule en fait. Elle a peur qu'on l'abandonne. Elle nous l'a dit plusieurs fois. En fait, elle a peur de la séparation, et c'est que la nuit, bah, c'est la journée globalement ça va, aller à l'école ça va à peu près. Les séparations ont été compliquées à la crèche, bah, d'autant plus qu'elle était restée 1 an avec moi et que bon bah moi j'avais pas très envie de reprendre le travail et de la laisser à la crèche, et elle n'avait pas très envie d'aller à la crèche visiblement. Et moi j'ai l'impression de la poser au goulag en fait. J'avais fait l'adaptation, c'était horrible et tout le monde pleurait, c'est une catastrophe. Bref, mais bon après ça s'est bien passé quand même. Hein. Mais non, la nuit c'est toujours compliqué. C'est un moment où on sent que bah il faut s'abandonner à quelque chose, et au sommeil, et quand on dort, on se rend compte, enfin on maîtrise rien quoi. Et donc elle vérifie régulièrement qu'on est là quoi. Je comprends. Et tu vois, enfin, ça fait écho à. Moi, je sais que la nuit, pendant très très longtemps, j'avais pas peur du noir, mais j'avais peur parce que j'étais seule. Parce que la nuit, si tu veux, tout le monde est chez soi, tout le monde dort, etc. Et quand toi t'es réveillée, bah t'es la seule personne qui est réveillée, il y a personne en fait. Et ça a longtemps été je dirais pas des angoisses jusque-là, tu vois, mais ça a toujours été un petit stress. Ouais, mais je pense que c'est un peu ça. Elle veut pas dormir toute seule, ça, elle l'a dit plein de fois. Mais bon, on essaie là une nouvelle technique, parce qu'elle nous rejoint toutes les nuits. On essaie la technique de mettre le matelas dans la chambre, parce que les enfants quand ça dort, c'est très agité. Je savais pas ça avant, mais régulièrement on sent qu'il y a une petite main qui nous tapote la tête la nuit, parce qu'elle vérifie qu'on est bien là, quoi. Donc oui, je pense que c'est, enfin, directement lié. Je peux pas le dire parce que on n'en sait rien, mais oui, je pense que c'est lié quand même. Oui, et puis de toute façon, elle va continuer à grandir, et elle vous pose déjà un peu des questions sur Oui, sur elle son a adoption. commencé, bah, dès qu'elle a pu parler, en fait, elle a pu mettre des mots. C'est des questions assez simples au début, enfin, parce qu'elle avait bien compris elle avait pas été dans mon ventre, mais dans le ventre du Notre-Dame, donc ça tournait beaucoup autour de ça, de savoir dans quel ventre elle était. Et là, du coup, ben, plus récemment, on a mis des mots sur enfin, moi, je tiens à utiliser le mot abandon parce que c'est la réalité, en fait. C'est vrai que enfin, je sais pas comment dire, ça peut paraître un peu dur, mais en même temps, c'est ce qui lui est arrivé. Et donc, on a mis enfin, moi, j'ai posé le mot. Alors, ça fait un petit moment déjà, mais là, elle a bien compris ce que ça voulait dire. Après, il peut y avoir toutes les bonnes raisons du monde derrière un abandon. Ça reste un abandon. Et quand on est un bébé et qu'on est abandonné, ben, on est abandonné, quoi. Et ça sert à rien de minimiser la réalité parce que, enfin, dans abandon, il y a don, ou bah non, en fait, dans abandon, il y a abandon, quoi. Donc, bon, après, ça aussi à elle de construire toute cette image-là. Nous, on essaie de rester relativement neutre, enfin, parce que c'est pas à nous enfin, c'est pas notre histoire, en fait, c'est à elle de construire tout ça. Et effectivement, on voit qu'elle le construit au fur et à mesure, elle va plus dans ses questions. En tout cas, nous, on la suit, on n'anticipe rien. On explique les choses au fur et à mesure, puis en fonction de ce qu'on sait aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et dont on n'a pas les réponses, et il faudra qu'elle les cherche elle-même, quoi. Oui, puis si elle en a envie aussi, et puis Oui, c'est ça. Si on a ouais, besoin.
comme tu dis, c'est à elle aussi de se construire par rapport à son histoire et comment elle vit son histoire aussi. C'est ça. L'adoption, quoi. Nous, on peut l'accompagner, on peut l'aider. C'est vrai que parfois, on a envie d'enlever quand on sent que c'est un peu douloureux, toute cette souffrance, mais on n'a pas le pouvoir, en fait. On peut pas le prendre à sa place, il va falloir qu'elle fasse le chemin toute seule, quoi. Enfin, toute seule. Il faudra qu'elle fasse le chemin, quoi. Elle-même. Et c'est là où nos capacités de parents sont un peu limitées, parce que on aimerait bien faire le chemin à sa place, mais ça marche pas comme ça. Non, malheureusement. Ce serait facile. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as le sentiment de ne pas avoir partagé dans notre échange ? Je regarde, j'avais pris des notes. Ouais, c'était bien organisé. Hein. Alors, organisé, je sais pas, mais j'ai peur d'oublier mon histoire. Non, je crois que c'est bon. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir oublié des choses terribles. Est-ce qu'il y a un petit message, enfin pas un petit, il faut que j'arrête de dire petit. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie un énorme message que tu as envie de faire passer à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Peut-être 2. Vas-y, fais-toi plaisir. Il y a toujours cette histoire du parcours du combattant, je reviens dessus parce que moi ça me hérisse le poil quand je dis ça. Nous, on n'a pas vécu le parcours du combattant, nos enfants si, par contre. Et ça, il faut toujours le garder en tête parce que nous, ça va, on fait face à l'administration française. Bon, c'est chiant, mais et surtout, ça a une utilité. C'est-à-dire qu'on confie pas un enfant à n'importe qui, quoi. Et se montrer le plus sincère dans qui on est, ça veut dire qu'on va être apparenté, si on est apparenté à l'enfant, dont on peut s'occuper correctement, quoi. Enfin, voilà. Et donc du coup, non, c'est pas un parcours du combattant. Pas pour nous. Pas pour nous. Et le deuxième, c'est, mais ça c'est difficile à faire, c'est justement, ce que tu disais tout à l'heure, écoutez-vous, quoi, et pas les autres. Ça c'est important, c'est très important. Mais bon, on apprend à le faire. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais petit à petit, en s'apprivoisant aussi, entre guillemets, en apprenant à poser ses limites et en trouvant des petites tournures de phrases comme une amie m'avait dit. Tu vois. En prenant de l'assurance aussi, je pense. Mais ouais, ça c'est important, de se faire confiance et de faire confiance à son enfant aussi, d'écouter son enfant parce qu'il dit tout. Et c'est sûr que quand c'est un bébé, on comprend pas forcément du premier coup, mais en général ils insistent. Super. Écoute Sophie, je te remercie infiniment pour l'échange qu'on vient d'avoir. Merci à toi. Cet enregistrement, j'espère que cet enregistrement. Alors en fait, je précise aux auditeurs, je suis en vacances cette semaine. Je suis en train de faire l'interview, donc je suis à la fois connectée et déconnectée, mais ravie d'enregistrer cet épisode et j'ai adoré notre échange. Et comme Sophie me disait quand on a échangé ensemble la semaine dernière, c'est marrant parce que là, avec les témoignages de parents qu'on a, on a un peu une évolution en termes d'âge des enfants qui ont été adoptés aussi. On a des nourrissons. Là, on est sur du 6 ans à peu près. L'enfant de Gwenaël a 18 ans, il me semble. Enfin voilà, donc je trouve que c'est chouette d'avoir différentes étapes. Les âges, ouais. Ouais, de différents âges d'enfants, différentes dates d'adoption, etc. Donc merci de compléter ces super témoignages qui rendent un grand service à beaucoup de monde. Et même à moi qui ai été adoptée, j'adore entendre vos témoignages aussi parce que c'est 2 histoires à chaque fois qui sont complémentaires entre l'enfant et les parents et c'est l'histoire un peu d'une rencontre aussi sur un chemin qui finit par se rejoindre à un moment. Donc voilà, je te remercie beaucoup Sophie. Si nos auditeurs souhaitent échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Ils peuvent peut-être t'envoyer un message et puis tu peux me relayer, ce sera plus simple. Vous pouvez m'envoyer un message sur le compte Instagram 7h30.podcast et je relayerai du coup à Sophie avec grand plaisir. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.